suis ravie de vous accueillir et d'être invitée par Malte pour cette masterclass pour vous apprendre à marketer votre offre de service en tant que freelance. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi c'est important aujourd'hui. Et pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Emmanuelle Patry, j'ai reconnu quelques noms que je connais. Je suis une ancienne geek passionnée de blog. J'ai travaillé pendant 10 ans dans les médias pour Golden Moustache, M6, pour ceux qui connaissent. Et j'étais spécialisée en marketing réseaux sociaux. J'ai développé une activité de freelance en parallèle et je me suis lancée full-time il y a quelques années. J'ai créé depuis un organisme de formation, une agence réseaux sociaux et j'accompagne aujourd'hui des freelances, en particulier des professionnels de la communication, à développer leur activité et à renforcer leurs compétences métiers. J'ai aujourd'hui une équipe de 8 personnes autour de ce programme-là parce que on a beaucoup de succès de la part de nos clients freelance. Et c'est parti pour moi et ravie de voir toutes vos présentations. Ouais, Golden Moustache, vous connaissez. Donc, on va voir comment marketer son offre de service aujourd'hui. Je vous invite vraiment à prendre ce temps pour votre activité, pour vous, à essayer de pas trop vous laisser distraire. Je sais que c'est pas facile, on a le téléphone, on a beaucoup de choses autour de nous, mais c'est important aussi de prendre ce temps et de prendre ce temps hors de nos clients, d'avoir du temps non facturé qui nous sert à développer notre activité. Donc, comment est-ce que on va marketer notre offre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez capable de me dire si vous marketez déjà votre offre ou pas encore, ou si vous n'avez pas encore cette démarche de mettre en avant un vrai package et une offre? Donc, vous pouvez déjà peut-être commencer par faire un petit diagnostic de votre activité. Aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas encore lancé pour certains et que vous demandez un petit peu comment faire. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà lancé, vous avez un petit carnet de commandes, vous n'avez pas encore vraiment d'offres, vous voudriez pouvoir facturer plus cher et trouver peut-être des clients qui apprécient votre travail. Ou alors, peut-être que vous êtes lancé depuis plusieurs années avec des clients qui tournent. Vous voudriez peut-être passer à l'étape suivante avec une offre plus packagée, plus premium, peut-être moins opérationnelle et peut-être moins indexée sur votre temps de travail et plus liée à votre expertise. Donc, dites-moi si ça vous parle. En tous les cas, c'est une des situations dans lesquelles on peut être quand on est freelance. On va voir aujourd'hui des clés pour apprendre à se démarquer de 95% des freelances, que moi j'ai constaté que ce que je vais vous présenter, beaucoup de freelances ne le faisaient pas. Et ça les pénalisait dans leur approche commerciale. Créer et vendre son offre de freelance mode d'emploi. On a parlé tout à l'heure de personal branding, mais c'est pas forcément obligatoire. On va voir qu'il y a plein de manières de mettre en avant son offre et ce qu'on fait sans forcément mettre des photos de toi sur LinkedIn. Donc, il y a plein de choses à faire. Un petit plan d'action. Et je parlerai à la toute fin de mon accompagnement si vous souhaitez nous rejoindre. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une offre? Le problème, c'est que si vous n'avez pas de présentation un petit peu formalisée de vos services, y compris sur votre profil Malte, parce que je vois beaucoup de profils Malte qui sont remplis comme des CV, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que vous proposez, pour qui, les résultats qu'on peut obtenir grâce à vous et quel est l'investissement requis. Et en fait, le problème, c'est que ça crée de l'incertitude et ça crée du manque de clarté qui génère en fait des freins à l'achat. En fait, vous avez peut-être déjà eu cet entretien avec un client qui vous disait « mais qu'est-ce que tu proposes exactement ?» etc. Si vous posez cette question-là, c'est que vous n'avez pas été suffisamment clair et derrière, c'est beaucoup plus difficile de vendre. Alors que l'avantage de proposer une offre packagée, c'est qu'on comprend tout de suite ce qu'on a, pour quel prix, ce qu'on peut avoir comme résultat aussi. Et pas seulement vos compétences métiers. Et c'est vrai, quand on se lance en freelance, on a tendance à mettre en avant ses compétences métiers. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant si on veut vraiment aller plus loin et être plus efficace au niveau de son marketing. Premier conseil, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre en avant, en fait, vraiment vos services en mettant en avant votre offre et en l'adaptant aux attentes et aux besoins de la clientèle visée, et plutôt que de mettre en avant de pures compétences, vraiment mettre en avant vos forces. Pourquoi est-ce que on ferait appel à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui vous différencie? Et vraiment essayer de trouver vos critères de différenciation. Est-ce que vous serez capable de me dire chacun qu'est-ce qui vous différencie sur votre marché par rapport à des concurrents, par rapport à des agences, par rapport à d'autres freelances? Qu'est-ce qui fait que c'est plus intéressant de travailler pour vous? Parce que si vous n'avez pas de force mise en avant, le seul critère, en fait, ça va être le prix. Et nous, on essaye vraiment de trouver vraiment ce qui nous distingue. Donc, je vous donne un petit exemple pour que vous puissiez comprendre. Mais quand je me suis lancée en freelance,
Moi, j'adore la partie chiffres, la partie analyse sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment mis en avant cet aspect-là, ce côté, je vais analyser vos chiffres aussi sur les réseaux sociaux et on va créer des stratégies réseaux sociaux qui sont indexées sur des résultats et pas juste voilà, sur de la créativité, etc., même si c'est très bien. Et moi, ça m'a permis vraiment de me distinguer, de travailler avec des grosses agences ou des gros clients, des grands comptes assez rapidement. Je vais vous donner des conseils parce que la semaine dernière, j'ai interviewé des personnes qui recherchaient des freelances pour travailler avec eux et ils ont donné des conseils super intéressants et je voudrais vous les partager. J'ai fait un petit challenge de recrutement de freelance sur Instagram parce que dans le cadre de mon programme, je mets en avant, je mets en relation aussi des freelances avec des recruteurs. Et en fait, ce qui a paru important pour une des personnes que j'ai interviewées, c'était vraiment qu'on comprenne quand vous présentez votre offre, pourquoi c'est votre offre et pas celle d'un autre. Qu'on puisse vraiment comprendre vraiment votre force, votre singularité et qu'on puisse aussi comprendre que cette offre que vous proposez, elle est dédiée à votre clientèle cible, elle est pour elle et pas pour une autre. Alors, je sais que c'est difficile de trouver vraiment son positionnement, sa cible, etc. Mais plus votre approche, elle est personnalisée, plus on a envie de travailler avec vous. C'est pas utile d'envoyer 150 emails si ces emails-là ne sont pas personnalisés. Idem quand vous recevez une proposition via Malte. Faites vraiment le travail de personnaliser votre approche, votre questionnement. Posez beaucoup de questions pour essayer de plus possible de coller en fait à ce qu'on vous dit. Quand vous faites un entretien client, c'est très très important que les 3/4 de l'entretien, ce soit vraiment du questionnement. Vraiment que vous puissiez après adapter votre offre. En fait, le packaging d'une offre, ça va être l'art aussi de packager les besoins clients dans une liste de services en fait. Ça va pas être la liste de ce que vous allez proposer, ça va être la liste des besoins clients tels que vous allez les transformer en solutions. Dites-moi si c'est clair, si ça vous parle et si vous avez déjà cette approche-là. Le conseil numéro 2 que je voudrais vous donner, c'est qu'une promesse, c'est une offre, c'est une promesse de transformation. C'est-à-dire que si vous attaquez à un problème client qui est tout petit ou qui est pas important ou qui est pas un vrai problème, vous aurez peu de chances en fait de pouvoir facturer ça cher. Donc plus vous apportez du changement dans la vie de vos clients, plus en fait vous pouvez facturer cher derrière. Et ça, c'est vraiment important. Comme ça, vous sortez aussi de la logique de temps et vous proposez une véritable transformation, c'est-à-dire que vous emmenez les clients d'un point A à un point B. J'ai interviewé la semaine dernière, du coup, dans le cadre de ma semaine d'interview, une spécialiste des stories Instagram qui s'appelle Larissa Lorenzoni. Et elle vend des formations uniquement en story Instagram. C'est sa manière de vendre. Et en fait, le secret qu'elle a et pourquoi ça marche, c'est qu'elle attire les gens avec une vraie promesse. En fait, elle a compris en fait ce qu'ils voulaient et elle va vraiment communiquer uniquement là-dessus. Par exemple, elle vend le fait de créer des stories. Donc, elle va pas en fait décrire le fait que elle va vous apprendre à créer des stories de A à Z. Oui, évidemment, mais surtout, elle va vous dire, grâce au fait d'apprendre à maîtriser les stories, l'art des stories, vous allez pouvoir en fait attirer vos clients grâce aux stories. Par exemple, voilà. Donc, ça peut être la promesse, elle peut être très différente et le but, c'est vraiment qu'on la comprenne et qu'on comprenne en fait ce qu'on va avoir directement. C'est pas facile, hein, on est d'accord, hein, j'ai jamais dit que c'était facile, mais néanmoins, il faut vraiment faire cette recherche-là. Et cette recherche-là, vous allez en fait la faire en discutant avec des clients potentiels et en discutant avec des prospects. Le problème, c'est que s'il n'y a pas ces échanges-là en amont, c'est très très compliqué de savoir vraiment ce qu'ils veulent et vous risquez d'être à côté. Alors souvent, le client confond promesse et garantie de résultat. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais du coup, ce qui va être important, c'est de le rassurer. Pourquoi est-ce que le client a absolument envie d'avoir des résultats? C'est parce qu'il a investi. Donc, il va falloir lui décrire précisément ce vers quoi vous pouvez aller ensemble. Et vous verrez que plus vous allez progresser en tant que professionnel, plus vous allez emmener les gens loin en fait dans leur activité. Moi, au début, par exemple, dans le cadre de mon programme Social Media Expert, je formais les community managers et je leur apprenais en fait à développer des prestations plus premium. Ensuite, je leur ai appris à vendre des prestations plus chères. Ensuite, je leur ai appris à vivre très très bien de leur activité. Ensuite, j'ai pu même leur dire voilà jusqu'à quel montant je peux vous accompagner, etc. Donc en fait, on s'améliore petit à petit aussi au fil du temps et ça c'est important vraiment de le savoir. Et c'est pareil pour les stratégies réseaux sociaux, pour toutes sortes tous les métiers que vous pouvez avoir. Vous allez améliorer votre promesse au fur et à mesure au fil de vos résultats, mais c'est important de partir quelque part. On est d'accord ?
Et après, sur les garanties, vous pouvez proposer des garanties à vos clients. Hein. Moi, j'en propose tout le temps. Par exemple, même aux clients de mes formations, je leur dis, bah voilà, si au bout de 4 mois, on n'a pas atteint les résultats qu'on a fixés ensemble, alors que voilà, les choses ont été mises en place, on t'accompagne 2 mois de plus sans frais. Et ça, c'est super. En fait, c'est super important de pouvoir dire, ok, est-ce que vous pouvez offrir des garanties? Alors, vous pouvez pas forcément vous le permettre, hein, parce qu'en début d'activité, c'est pas forcément facile. Mais quand on a déjà de l'expérience, on peut facilement proposer des garanties parce qu'on sait que derrière, en fait, on va délivrer et que ça va être top. Voilà. Conseil numéro 3, essayer de professionnaliser le plus possible son approche. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup chez les freelances, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de professionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire professionnel? Ça veut dire que c'est vous qui pilotez, en fait. Ça veut dire que c'est vous qui allez dire quelles sont les différentes étapes de la collaboration. C'est pas le client qui va vous dire, bah, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est vous qui êtes aux commandes. Donc, j'ai interviewé Shubham Sharma. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui travaille avec des freelances. Et lui, ce dont il a besoin de la part des freelances avec lesquels il bosse, c'est d'avoir un parcours clair avec des étapes, des outils de collaboration, des indicateurs, des process de travail. Et c'est vraiment ça qui va faire qu'il va recruter un freelance ou pas, en fait. Ce que vous allez en fait présenter du coup lors de l'entretien découverte avec votre client, c'est vraiment les étapes pour travailler avec vous. En fait, une offre, c'est aussi des étapes. C'est-à-dire que il y a une promesse, hein, on va atteindre ce résultat-là ensemble, on va étendre, mais voilà toutes les étapes pour y arriver. Et en fait, ce que vous allez vendre aussi dans votre offre, c'est toutes ces étapes. Donc, par exemple, étape 1, si vous faites du branding, on va revoir l'identité visuelle, étape 2, etc. Quelles sont les différentes étapes, en fait, pour atteindre le résultat? Et ça va permettre aussi de rassurer beaucoup de clients et aussi, vous, de cadrer les choses et de structurer les choses. Parce qu'en fait, ce qu'on veut arriver en termes de résultats aussi pour notre vie personnelle, c'est qu'on sache quand est-ce qu'on a rendez-vous avec le client, quand est-ce qu'on doit lui rendre les choses et que ce soit pas tout le temps dans l'urgence, qu'on soit pas tout le temps scotché à nos emails et qu'on puisse aussi donner en fait une vision claire de comment va avancer le chantier ensemble, tenir au courant le client, qui soit pas sans cesse en train de se demander où on en est, quels sont les indicateurs qu'on suit, etc. Alors, selon les métiers, voilà, c'est pas forcément toujours facile d'avoir des indicateurs, mais en tous les cas, on peut toujours avoir des indicateurs peut-être qualitatifs, des outils de travail, des outils de collaboration, des process, des manières de travailler. Oui, Shubham n'a pas fondé Notion, mais effectivement, il a des formations sur Notion, qui est un des outils justement que je recommande en tant qu'outil de collaboration quand on est freelance avec ses clients, par exemple, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui utilisent Notion. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers et avec grand plaisir. Le conseil numéro 4 que je voudrais vous donner, c'est vraiment de ne pas confondre en fait l'offre avec une liste de livrables. En fait, quelque chose que je vois beaucoup aussi, c'est voilà, on va travailler ensemble, vous aurez par exemple en community management tant de posts sur les réseaux sociaux, ou alors vous aurez tant d'articles pour les rédacteurs, ou ah, ça va trop vite les slides. Vous pourrez voir le replay après. Tant de choses, etc. Un petit peu en mode liste de courses. Donc, nous, ce qu'on veut éviter quand on fait une offre, c'est d'éviter la liste de courses. Pourquoi? Parce que quand on va travailler avec nos clients, on veut vraiment leur faire comprendre qu'on va travailler vers un résultat, qu'on va être dans une collaboration que nous, on va construire pour eux. Et le problème, c'est que si on est juste sur des livrables, en fait, on comprend pas assez suffisamment ce qu'on va avoir derrière. Donc ça, c'est super important aussi de le savoir. Alors, je vais répondre aux petites questions. Oui, il y aura un replay et sur Instagram, si on prépare un package et une offre, on peut obtenir beaucoup de prospects. Bah, tout à fait, on peut. On peut tout à fait. Après, est-ce que tu connais déjà Instagram? Est-ce que tu maîtrises déjà un petit peu Instagram? Et oui, tout à fait, hein, c'est totalement possible. Après, tout dépend de ta cible aussi, hein, parce que les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais selon la cible, c'est pas forcément le plus intéressant d'être sur Instagram ou sur TikTok. Ça peut être LinkedIn et par exemple toujours super intéressant quand on est en B2B. Donc ça dépend un petit peu. Voilà. Je voulais vous parler aussi de Flavie Prévost, que vous connaissez peut-être de LinkedIn, pour ceux qui sont sur LinkedIn, qui elle aussi travaille beaucoup sur le packaging de son offre et qui explique aussi que travailler le packaging de son offre, c'est en soi améliorer sa force commerciale. Parce qu'ensuite, quand vous avez une très bonne offre, elle vend pour vous quelque part. Donc, elle est là pour aussi convaincre les personnes et vous avez moins de travail ensuite à faire en entretien
ou en closing entre guillemets quand vous avez une bonne offre. Et ça, c'est super important de le savoir aussi, hein, quand vous présentez quelque chose, que c'est clair, que c'est limpide, qu'on comprend en fait ce qu'on va avoir. Et ben c'est beaucoup plus facile, ça permet de mieux vendre et aussi de protéger votre temps parce que votre client va acheter votre offre telle quelle et pas des petits trucs, etc. En fait, il va vraiment le faire. Difficile de packager son offre en graphisme, le résultat est le livrable. Alors non, mais justement, en fait, oui, le résultat est le livrable, mais c'est quoi le changement en fait dans la vie de l'entreprise de tes clients que tu apportes en fait à travers ton job de graphiste? Et ça, c'est super aussi intéressant de se poser la question. Qu'est-ce que tu vas apporter comme changement? Qu'est-ce qu'ils vont avoir versus ce qu'ils avaient avant? Qu'est-ce que ça a changé pour eux, etc. À l'échelle de leur département de communication, mais aussi à l'échelle de leur entreprise au global, parce que c'est sûr que tu as un impact. On peut réfléchir aussi en termes d'impact. Et pour les développeurs aussi, c'est pareil, hein, il y a un impact aussi concret de votre travail. Et si vous voulez faire un petit exercice pour un peu continuer à explorer ça, c'est vous dire, voilà, c'est quoi l'impact de mon travail pour mes clients? Vous pouvez même leur demander qu'est-ce qui a changé après, qu'est-ce que ça vous a permis de faire, etc. Le conseil aussi numéro 5 que je vais vous donner, c'est de demander, et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit sur le petit exercice à faire pour aller voir vos clients et leur demander un petit peu ce que vous avez apporté. Demander du feedback, c'est-à-dire vraiment des retours, en fait, des conseils, qu'est-ce que vous auriez pu améliorer, qu'est-ce que vous pourriez améliorer à la fois sur votre offre, sur ce que vous délivrez, mais aussi sur votre proposition commerciale. Il y a vraiment les deux, en fait, hein. Essayez vraiment d'avoir des retours le plus possible, même d'autres freelances, de l'offre en tant que telle, mais aussi derrière de votre travail. C'est-à-dire que c'est important que vous puissiez améliorer ça, vous puissiez être dans un processus d'amélioration continue. Vous êtes freelance, donc vous avez un business. C'est comme si vous aviez un produit et c'est important que vous puissiez le faire. Alors, est-ce qu'on fait apparaître sur le profil Malte les critères de différenciation et les promesses de transformation? Le plus possible, en fait. C'est vrai que moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de remplir votre profil Malte vraiment comme une page de vente où vous proposez une offre de service. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir vraiment dire voilà ce que je propose, voilà ce qu'on peut atteindre, etc. Et pour ça, il faut avoir aussi une clientèle en tête, des personnes à laquelle qu'on va aider, etc. Alors, le conseil aussi que je voudrais vous donner, c'est de pouvoir en fonction de ces feedbacks, de pouvoir entrer dans une logique de co-création. Bien sûr que c'est hyper difficile de packager une offre, je le sais très bien, mais le plus tôt on commence, mieux c'est, et c'est un processus. Et c'est un processus qui commence par les premiers clients, qui commence par les premières conversations qu'on va avoir. En fait, ces offres, on les crée aussi en demandant du feedback, en discutant, en demandant aux gens quels sont leurs besoins, etc. Et Instagram ou LinkedIn peuvent aussi vous servir à ça, hein, avoir des conversations avec les gens pour savoir aussi ce dont ils ont besoin, comment vous pouvez les aider et comment vous pouvez aussi mieux identifier leurs besoins. Il y a quelque chose qui marche très bien aussi, c'est de lister tous les problèmes potentiels de vos clients. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, manque de visibilité de ce qu'ils font, ou alors manque de clients, ou alors manque d'engagement, manque d'interaction. Voilà les problèmes. Quelles sont les réponses, vous, que vous apportez derrière? Et ça, c'est vos solutions. Il faut vraiment essayer de se dire qu'on apporte des solutions à nos clients et pas juste des prestations de services. Je me permets juste, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les questions et on prendra du temps à la fin pour y répondre. Juste si elles sont dans le chat, on risque de les perdre. Mais voilà, vous inquiétez pas, on prend un petit quart d'heure à la fin pour répondre aux questions. Et s'il y en a beaucoup, n'hésitez pas à voter pour qu'on prenne les plus populaires. Ouais. Voilà. Je me remets en mute. Des exemples de packaging d'offres. C'est vrai qu'il faudrait qu'on vous pose des questions. Alors, le seul problème des exemples, c'est qu'on peut vous en donner, mais il faut surtout pas rentrer dans une logique de copier après. Donc ça, c'est important de pas rentrer aussi là-dedans. C'est-à-dire que le problème, c'est que souvent, quand on donne des exemples comme ça, sans travailler avec vous en profondeur sur ce que vous voulez apporter, etc., ça risque d'être... voilà, il faut faire attention quand même à ça parce que chaque métier est différent. Après, toutes les personnes que j'ai présentées ont elles-mêmes des offres super packagées, si vous voulez aller voir. Et je peux aussi vous donner l'exemple de mon programme de formation qui est une offre qui est packagée, si vous voulez aller voir. Et en fait,
N'hésitez pas du coup à me poser vos questions, je vais vous y répondre. Je sais que il y a toujours beaucoup de questions. Avez-vous des exemples d'offres pour les développeurs web CRM? En fait, je trouve que développeur web CRM, c'est très large. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que tu te poses la question, Annès, de savoir qu'est-ce que tu aides tes clients à faire, quel est ton service, en fait, quels résultats ils atteignent grâce à toi. Donc, si tu fais du CRM, est-ce qu'ils ont un meilleur marketing relationnel derrière? Est-ce qu'ils peuvent mieux fidéliser leurs clients? Est-ce que ton système, le système que tu construis, le système que tu développes, quelle est sa finalité? En fait, dans l'offre, il y a beaucoup une question de finalité. Quelle est la finalité? Quel est le besoin aussi derrière? Est-ce que j'ai une page Instagram pour suivre mes conseils? Tout à fait. Ça s'appelle le Social Media Lab si tu veux venir me suivre. Est-ce que créer son propre site internet vitrine pour mettre en avant ses services est une bonne idée? Alors, c'est souvent une des premières choses qu'on veut faire quand on est freelance. Moi, je pense qu'avant de faire ça, il faut que vous alliez enquêter sur les besoins de vos clients. En fait, le problème de créer un site internet vitrine sans en fait avoir enquêté derrière sur quels étaient les réels besoins, vous risquez de planter une tente dans le désert de Mauritanie. Donc, c'est-à-dire, personne ne va le voir, etc. Sauf si vous avez des réseaux sociaux derrière pour le pousser. Mais vous pouvez même pas vous appuyer sur potentiellement des mots-clés que les gens pourraient rechercher. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'abord, avant de créer une page de vente ou avant de créer un site, d'aller enquêter, de faire des questionnaires clients. Voilà, justement, comment enquêter efficacement sur les besoins clients. Les interviews, c'est une des choses qu'on enseigne aussi dans mon programme d'accompagnement. Les interviews, les enquêtes, les questionnaires, etc. pour vraiment comprendre comment aussi vous adresser aux gens. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que surtout pour les développeurs, pour les graphistes, c'est que vous avez des métiers qui sont techniques, même si vous vous en rendez pas forcément compte. Mais du coup, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et en fait, une bonne offre, c'est une offre qui fait de la pédagogie. Voilà. Donc, alors, et comment packager son offre quand on a 2 ou 3 activités différentes, ça c'est hyper compliqué. En fait, du coup, ça veut dire qu'il faut une offre par activité, mais généralement, moi, je te conseillerais de mettre l'accent sur l'offre que tu veux vendre en priorité, qui te rapporte le plus de sous, ou en tout cas que tu as besoin de mettre en avant. Voilà, parce que souvent, on n'a pas forcément besoin de tout mettre en avant, hein. Moi, dans mon cas, par exemple, je fais du recrutement de community manager, je ne mets pas cette offre en avant parce que comme je forme des community managers, c'est très facile pour les personnes de deviner que potentiellement j'en fais. Je n'ai pas besoin de communiquer, je reçois des demandes tout le temps. Donc, ça dépend en fait pourquoi en fait vous voulez communiquer, quelle est la finalité aussi du packaging, parce que si c'est une offre que vous vendez voilà, sans avoir besoin de communiquer, c'est très bien et restez comme ça et augmentez les prix. Alors, je vais vous donner des conseils justement pour créer une offre qui vous rapporte des sous, hein, parce que c'est quand même le but, et quelques cas concrets aussi pour que vous puissiez mieux comprendre avec des exemples. De premiers cas concrets, Lison Panier, qui est une personne que j'ai coachée, qui en fait a pour cible, vous verrez que c'est très spécifique, les savonniers, donc les personnes qui fabriquent des savons artisanaux, qui n'ont pas beaucoup de budget en fait, hein, donc c'est pas des gens qui ont beaucoup de budget. Donc en fait le challenge de Lison, c'était d'arriver à créer une offre pas très chère, qu'elle puisse vendre un petit peu en volume, hein, et qui puissent vraiment correspondre à leurs besoins et qui puissent se dire ok, j'ai pas beaucoup de budget, mais c'est ça qui va me permettre de bien vendre mes savons à Noël. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a choisi cette niche des savonniers, elle s'est focalisée à 200% dessus, elle a créé une offre qui correspondait parfaitement à leurs besoins, en fait, avec des templates, c'est une offre réseaux sociaux, donc avec des templates réseaux sociaux, avec une stratégie vraiment pour eux, etc. Elle a communiqué aussi dans leur langage, elle a créé un groupe Facebook pour les rassembler, où elle leur proposait des astuces et des conseils gratuitement, et c'est comme ça ensuite qu'ils devenaient clients, et elle est devenue vraiment une référence pour eux, et quand elle a fait son premier lancement officiel d'offre, elle a eu 8 clients d'un coup. Donc Lison, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui a décidé de se positionner sur quelque chose, et le positionnement d'une offre, c'est vraiment très important. Mon Instagram, c'est le Social Media Lab. Je te le remettrai après dans le chat si tu veux. Je vais aussi vous donner l'exemple de ma propre offre, donc Social Media Expert, que je vous ai montré comment je l'ai construite, parce que c'est une offre de formation. En plus, moi, je m'adresse à des freelances, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de budget non plus. Et je vais vous montrer qu'en fait, une bonne offre, elle se vend quelle que soit finalement la cible, parce qu'elle correspond à leurs besoins. Donc, la première version de ce projet, j'ai fait plusieurs versions. Et ça, c'est super important aussi à savoir, c'est qu'une bonne offre, en général, vous avez fait plein de versions avant pour l'améliorer et l'optimiser. Donc, moi, ça fait plus de 3 ans que j'accompagne aujourd'hui des freelances. Donc, j'ai fait une première version
avec que des masterclass live, comme ça, mais en petits groupes, et des exercices. Donc ça, c'était ma toute première version. Et du coup, c'était une première version, voilà, c'était la V1. Elle a eu beaucoup de succès. Donc j'ai créé une plateforme de formation et je faisais un live par semaine sur Zoom avec mes élèves. Ça, c'était la V2. La V3, j'ai fait 2 lives par semaine avec de l'accompagnement one-to-one, une communauté et de la plateforme. Et la V4, aujourd'hui, on a 3 lives par semaine, on a une communauté, on a du one-to-one, on a des petits groupes, on a la plateforme et on a l'équipe. Donc là, c'est vraiment le contenu de l'offre. Et la promesse aussi, elle a évolué. Parce qu'au début, le démarrage, c'était vraiment aider les community managers, les social media managers à développer une offre qui ne soit pas indexée sur leur temps. Et à renforcer leur expertise. Et ensuite, maintenant, j'évolue vers on vous aide à vivre de votre activité ou à scaler votre activité si vous en vivez déjà quand vous êtes un professionnel des réseaux sociaux. Mais voilà, ça, on peut le faire parce qu'on a eu l'expérience d'avoir des clients qui ont eu des super résultats. Donc, il y a aussi une part de, vous allez voir que vous allez améliorer aussi au fur et à mesure. Il y a une part aussi de test et donc plus vous testez votre offre, plus vous lancez, plus vous prospectez, plus vous allez voir des clients, plus vous avez l'opportunité d'améliorer ce que vous faites. Voilà. Sur la vente, parce que je sais que c'est un gros sujet. Sauveur du monde, c'est une offre. Et ben ça peut être une offre, hein. Franchement, si tu arrives à résoudre des problèmes très compliqués très rapidement, franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Et ça, on adore. En fait, plus vous résolvez des problèmes compliqués, mieux c'est en fait. Plus vous pouvez le vendre cher, plus vous êtes expert du problème aussi, c'est important. Donc ça, c'est super important. Donc, par exemple, nous, le fait d'aider des personnes qui n'arrivent pas à bien vivre de leur activité ou qui travaillent avec des clients qui leur plaisent pas, qui ont envie de changer, c'est un gros problème en fait finalement pour eux parce que du coup, ils n'ont pas une vie sereine, ils n'ont pas une vie tranquille et nous, on les aide aussi à avoir cette vie plus sereine où ils gagnent de l'argent, etc. Donc, c'est un gros problème. Donc, les gens sont prêts à investir. Sur la stratégie de vente, justement, comment faire en sorte que les gens soient prêts à investir chez vous? Il y a plusieurs choses à faire et moi, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de réfléchir à une stratégie de vente qui soit adaptée à vous, à votre personnalité. C'est un peu le secret, hein, c'est-à-dire que on voit plein de choses sur Internet. Moi, je vais vous donner plein d'idées dans cette masterclass, mais ce qui est important, c'est que vous soyez en fait aligné avec la manière de vendre que vous avez développée. C'est-à-dire que par exemple, Wajdi, qui est une de mes anciennes clientes, mes anciennes élèves, elle a voulu tout automatiser. Donc, ok. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place des campagnes Facebook qui renvoyaient vers un lead magnet. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un lead magnet? Un lead magnet, ça va être ça va être un contenu téléchargeable gratuit. Et elle, sa cible, c'est les restaurateurs. Donc, elle a créé en fait un e-book gratuit pour les restaurateurs et une fois téléchargé, ils recevaient des emails qui à la fois donnaient beaucoup de contenu de valeur et ensuite proposaient un rendez-vous avec elle. Donc, elle a mis en place ça cet été après avoir rejoint mon accompagnement. Et elle est revenue de vacances et elle avait plusieurs rendez-vous clients qui l'attendaient. Donc, parce qu'elle avait bien fait son lead magnet, parce que c'était intéressant ses emails, parce qu'elle donnait envie de travailler avec elle, etc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a mis en place ça parce qu'elle voulait pas passer sa vie à créer du contenu sur Instagram, même si elle est social media manager. Elle voulait aussi une méthode de vente qui soit compatible avec le fait qu'elle partait en vacances cet été, elle voulait profiter de sa famille. Donc, quand elle est revenue, elle avait ses rendez-vous, elle a pu avoir des clients et là, elle avait mis un petit budget publicitaire, hein, elle avait mis moins de 100 € sur Facebook et Instagram Ads et ça lui a permis de décrocher des clients. Donc, il y a plein de manières de vendre, hein, mais cette manière-là, en fait, en tous les cas, de vendre en automatique, je sais que c'est des choses qui peuvent être très, très intéressantes, qui permettent de se distinguer, hein, justement, quand on est un professionnel de la communication, parce que ça permet d'étendre un petit peu sa visibilité. Ce qui est important aussi, c'est la partie organisation. C'est-à-dire que voilà, quand on travaille avec des clients, ce qui est important, c'est que l'offre, elle soit bien organisée, que ce soit bien cadré. J'en ai parlé au début avec Shubham. Par exemple, avoir des outils de collaboration, avoir des étapes de validation et que ce soit vous, en fait, qui puissiez impulser ça. Alors, parfois, quand on travaille avec des grosses boîtes, on a un petit peu moins de souplesse, un petit peu moins de liberté dans ce qu'on propose. Néanmoins, si on a la bonne posture, on peut vraiment avoir une approche de conseil et décrire un petit peu les étapes qu'on va avoir. Moi, je vous recommande vraiment d'avoir des collaborations qui durent dans le temps, plusieurs mois, parce que souvent, il y a un mois un petit peu de mise en place de process, etc., même en communication. C'est important aussi.
Je vous recommande aussi d'avoir un seul canal de communication à vos clients, pas 12, hein, parce que sinon vous allez vous faire harceler, et aussi parce que vous êtes accessible mais pas dispo tout le temps, vous êtes freelance, ça c'est important. Alors, mon client me demande de créer un guide d'utilisation de mon espace personnel. Lors de notre première collaboration, je ne connais pas cet espace personnel, donc ouais. Peut-être que ce qu'il te demande, c'est voilà, comment est-ce qu'on travaille avec toi aussi, hein, parce que vous pouvez effectivement lui créer un petit espace sur Notion ou sur un autre outil, et lui montrer comment ça marche, hein, parce que c'est vrai que l'idée, c'est pas de créer des outils et hop, que le client se débrouille, c'est que lui, il puisse aussi comprendre comment ça marche. Après, vous pouvez aussi créer quelque chose au sein de l'outil du client s'il a déjà quelque chose, hein, ça c'est important. Mais en tout cas, l'organisation, à la fois du temps de travail et des processus, c'est important, et ça fait vraiment partie des choses qui vont vous permettre de vous distinguer, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui vous demande où vous en êtes. Où vous en êtes. Ça veut dire que il ne sait pas exactement où est-ce qu'on va, etc. Et c'est là que vous allez le perdre. Et en fait, cette organisation fluide, c'est ça qui va vous permettre de fidéliser et aussi d'être recommandé. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Céline juste avant que vous arriviez. À partir du moment où en fait on commence à être recommandé et à être apprécié par la qualité de son travail, ça peut aller très vite et on peut vivre très très bien de son activité, hein. Si on veut pas aller au-delà, créer d'agence ou quoi que ce soit, on est très bien, on a ses clients, on a son carnet de commandes, on a nos canaux d'acquisition, voilà, si on a besoin de nouveaux clients. Mais voilà. Est-ce que je propose de proposer plusieurs gammes d'accompagnement avec différents positionnements tarifaires? Ça dépend un petit peu de ce que tu proposes. Moi, je pense que c'est important de ne pas proposer trop de choses. Justement, je vois j'en parlais tout à l'heure avec une de mes élèves, il faut faire attention au côté guirlande de Noël, de proposer trop de choses, parce que trop de choix tue le choix. Et moi, je le conseille au début quand même d'essayer de se focaliser sur quelques offres et pas plus. Peut-être une offre d'entrée, tu sais, pour que la personne, elle se familiarise avec ce que tu fais, soit moins engageant peut-être si tu démarres. Ou carrément déjà une grosse offre, hein, quand tu es un peu plus expérimenté, tu peux proposer ton offre signature tout de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Le plus important, c'est que la personne comprenne bien ce qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs et qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Parce que le problème de proposer plusieurs offres, c'est qu'il peut y avoir du doute. Ce qui va être important aussi, c'est l'entourage professionnel. Entourez-vous. Souvent, vous n'êtes pas toujours, dites-moi si c'est le cas, mais vous êtes peut-être solo, en freelance, pas beaucoup de freelance autour de vous et tout ça. Enfin, dites-moi si c'est le cas. Mais en tous les cas, je sais que c'est souvent le cas, il y a beaucoup de solitude. Et le fait de rejoindre des programmes d'accompagnement, de se former ou des communautés ou de venir à des webinaires, ça permet vraiment de développer son réseau de clients, mais aussi son réseau de freelance. Et les freelances peuvent vous apporter des missions. En fait, c'est important aussi de vous dire que les freelances sont pas des concurrents. Ils peuvent vous apporter des missions. Il y a beaucoup de missions que j'ai reçues de la part d'autres consultants, d'autres formateurs, etc. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes cibles. Par exemple, sur la formation, je forme les professionnels des réseaux sociaux. Donc, c'est quand même assez spécifique. Donc, j'ai des collègues qui m'envoient aussi régulièrement des personnes intéressées. Et c'est à ça que ça sert aussi d'affiner sa cible. Et le réseau va vous aider aussi parce que vous allez vous faire connaître sur quelque chose de spécifique. C'est important, je vous le disais aussi, avoir des feedbacks, de pouvoir recevoir des conseils, de pouvoir... Sachez que tout ce que vous vivez, des gens l'ont vécu avant vous. Voilà, en tout cas dans votre vie professionnelle, en freelance, toutes les problématiques que vous avez. D'ailleurs, dites-moi si vous avez une grosse problématique en ce moment, quelle est un petit peu cette grosse problématique et quel est votre gros sujet du moment. Et il y a peut-être même dans ce webinaire, dans cette masterclass, des personnes qui l'ont aussi. Et d'autres qui peuvent même vous répondre. Trouver des premiers clients, tu vois, ça c'est un gros sujet que beaucoup de gens ont. Nous, c'est un des gros sujets aussi qu'on a dans les personnes que j'accompagne. Et il y a plein de manières de trouver ces premiers clients, sache-le. C'est vraiment des problèmes que beaucoup de gens ont eu. Est-ce qu'il y a de la place pour tous? Alors, il y a de la place pour toutes les personnes qui sont capables de proposer une offre qui répond à des besoins. Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que dans l'approche freelancing, on est obligé d'avoir une approche encore plus entrepreneur qu'avant. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait moins de monde, donc c'était un peu plus facile. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un côté vraiment entrepreneur. En tout cas, si on veut garder sa liberté, si on veut pas avoir une mission en régie, etc. Ça, c'est vraiment intéressant.
mon offre d'accompagnement n'est pas assez valorisée. Oui, il faut vraiment travailler sur la valeur de votre offre. Donc, comment on valorise notre offre? Il y a plein de manières de valoriser notre offre et on en a vu quelques-unes. Il y a la transformation, il y a les résultats, il y a le nombre de personnes qu'on a accompagnées ensuite, le taux de satisfaction aussi. Nous, par exemple, sur les formations, on a un taux de satisfaction de 9,8 sur 10. C'est quelque chose qu'on va mettre en avant parce que c'est important de mettre en avant aussi ce que vous faites. Petit récap de ce que je vous ai dit. Et après, je vais répondre à toutes vos questions. Et un petit plan d'action si vous avez envie d'aller plus loin pour créer et vendre votre offre de freelance. Donc, première chose, apprendre à se démarquer. Il y a de la place pour toutes les personnes qui arrivent à montrer leurs points forts. On l'a vu au début avec les conseils d'Amélie. Co-créer votre offre et la tester pour l'optimiser. Ça sert à rien de travailler sur votre offre tout seul dans un coin pendant des années, etc. ou pendant des semaines. Il faut vraiment tester tout de suite sur le marché, voir si ça prend, même si c'est pas encore fini, etc. Voilà, vous voyez si vous arrivez à la vendre. Moi, ça m'arrive très régulièrement pour les petites formations de les vendre sans les avoir terminées. Parce que je me dis, en fait, si je n'arrive pas à les vendre, ça veut dire que ça correspond pas à un besoin de toute façon. Donc après c'est le rush pour les faire. Mais en fait, ce qui est important, c'est que, et de toute façon, les clients sont prévenus que c'est un lancement, c'est un premier test et c'est que pour les petites formations que je fais ça. Mais je pense que c'est important de vous dire que si les gens n'achètent pas, si les gens ne sont pas intéressés, ça vaut pas le coup que vous continuez à passer du temps sur le développement de cette offre-là. Donc, il faut vite passer à autre chose. Définir votre stratégie de vente. Donc, comment est-ce que vous allez vendre? Quelle va être votre stratégie commerciale? Et pas juste poster sur LinkedIn et attendre que les choses se passent. Piloter son organisation, y compris l'organisation avec les clients. Et bien se former, bien s'entourer. Le statut d'indépendant est souvent mal vu, jalousé, on est le vilain petit canard. Bah écoute, après quand tu es entouré t'as plein d'indépendants autour de toi ou des entrepreneurs, justement tu te sens plus le vilain petit canard, tu vois, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant. Et merci pour toutes vos questions et tous vos commentaires, c'est vraiment chouette. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas, on continue à poser des questions parce que je répondrai à tout. Je sais que ça paraît simple aujourd'hui quand je vous parle après moi ça fait 10 ans que je fais du freelance, donc c'est vraiment ça. Je sais que vous pouvez vous dire ok, c'est simple pour elle, que peut-être aujourd'hui vous vous sentez expert de rien, peut-être que vous vous sentez couteau suisse, vous savez pas par où commencer pour packager une offre, vous me dites Emmanuel c'est bien mais promesse je sais pas, voilà, peut-être que vous dites ça, je comprends, peut-être que vous aimez pas trop vendre aussi. Peut-être que cadrer les collaborations pour que ce soit simple, fluide, efficace, ça vous paraît pas concret. C'est possible et c'est totalement normal, même après 3 quarts d'heure de webinaire. Donc, je vais vous donner un petit plan d'action pour commencer ce chemin-là. La première chose à faire, c'est vraiment d'essayer le plus possible d'avancer avec une stratégie. Parce que, en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, si vous entendez un petit peu partout des conseils, mais que vous savez pas ce qui marche pour vous, déjà, c'est le premier problème. Donc, essayez d'identifier ce qui marche pour vous. C'est la première chose. Ne pas avoir d'offre packagée, c'est aussi un problème. Se sentir aussi, parce que déjà, en plus, dès qu'on a des premiers clients ou dès qu'on est en activité, après, on va être débordé. C'est ça aussi le problème quand on a une offre packagée, même si on arrive à packager, même si on arrive à vendre. Et on va pas pouvoir peut-être pérenniser notre activité avec des projets intéressants. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent le freelancing pour ces raisons-là. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous fixer des objectifs et ensuite de trouver le plan pour les atteindre. De vraiment partir de vos objectifs. Objectifs financiers, objectifs personnels. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vendre? À qui? Pourquoi? Quel montant? Etc. Donc, vraiment de vous fixer des objectifs et après, vous les changerez, vous les adapterez. De prendre les commandes de votre activité avec une stratégie, y compris une stratégie marketing et commerciale qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie de faire des DM Instagram pour avoir des rendez-vous clients, ne le faites pas. Mais en revanche, qu'est-ce qui vous animerait, qu'est-ce qui vous plairait un peu plus, avec quoi vous vous sentiriez plus à l'aise et allez-y à fond à ce moment-là. Ça permet aussi de bien gérer son temps, d'avoir du temps pour vous, pour votre activité, parce que j'imagine que vous êtes lancé aussi pour plus de liberté. Et l'idée d'avancer avec une stratégie, c'est de vivre plus sereinement de votre activité. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de sortir de la logique d'aller de mission en mission. Ouais, la théorie est simple, la mise en pratique, c'est autre chose. Donc, on va y aller. Je vais vous donner des conseils pratiques.
un des objectifs que vous pouvez avoir, vous pouvez vous fixer, c'est de vous dire, OK, on va essayer d'attirer des clients qui me correspondent, qui correspondent à ce que j'ai envie de faire, avec une stratégie commerciale, avec des tarifs avec lesquels on se sent à l'aise. Donc déjà, commencer à mettre en place une vraie stratégie. Qu'est-ce que, au niveau marketing, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais aller me déployer sur LinkedIn? Est-ce que je vais aller me déployer aussi à côté sur Malte, etc. Est-ce que je vais aller à des événements pour rencontrer quel type de personnes, qu'est-ce que je vais leur proposer. Donc, vraiment réfléchir à ça. Ensuite, au niveau de votre vie pro et perso, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas faire? Comment est-ce que vous avez envie d'organiser votre journée aujourd'hui? Moi, par exemple, je sais que j'ai besoin régulièrement d'aller prendre des cafés au bord de la mer. Je vais au bord de la mer, donc j'ai besoin d'avoir une activité qui est remote. Donc, je ne pourrais pas faire des rendez-vous tout le temps à Paris ou je sais pas trop quoi. Être guidé et cadré, étape par étape. Voilà, et l'idée, c'est de pouvoir vous dire, OK, là, je suis à cette étape-là, je vais à l'autre étape et de vraiment se dire, OK, là, c'est ma première étape, trouver mes premiers clients, savoir quoi faire et sans pouvoir s'entourer aussi de personnes qui vont nous donner des conseils. Bernard qui donne des conseils à ceux qui débutent. Ouais, en fait, c'est vrai qu'au début, le but, c'est quand même de se faire des sous. Donc, c'est vrai qu'au début, on peut tester plein de choses, etc. C'est pour ça que je vous disais, créer votre offre en marchant hein, quand vous commencez. On essaie de prendre des opportunités, de quand même bien se vendre, hein, parce que c'est important non plus de pas avoir des offres à 200 €. Mais c'est vrai qu'au début, vous allez voir, hein, c'est pas grave si tout n'est pas au clair pour vous sur le positionnement, sur l'offre, etc. Pour trouver son positionnement et attirer les bons clients, la manière dont on travaille et dont on vous accompagne quand on travaille ensemble, c'est de vraiment faire un bilan de vos compétences et de vos envies. Donc, je vous invite à faire ça, vraiment faire qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez faire, de faire des enquêtes terrain et des entretiens pour étudier le marché. C'est quoi les besoins du marché? Comme une vraie entreprise, vous êtes une vraie entreprise. De brainstormer avec des personnes expérimentées comme Bernard qui a l'air d'avoir roulé sa bosse dans le freelancing et de mettre en avant des compétences qui sont recherchées actuellement sur le marché. Voilà, donc ça c'est important et nous on le fait avec notre méthode d'accompagnement et avec du coaching individuel, mais c'est vrai que voilà, c'est les premières étapes pour arriver vraiment à trouver un positionnement différenciant. Pour co-créer l'offre, vous allez vraiment devoir étudier les besoins de votre clientèle et pouvoir aussi co-créer avec lui cette offre, ces étapes, le mécanisme qui va permettre d'atteindre les résultats. Et ce qui va être important, c'est d'analyser à chaque fois l'offre, d'avoir du feedback, de pouvoir l'améliorer, de pouvoir se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je sais que c'est du travail, mais c'est du travail que vous faites une fois et ça vous sert ensuite pour toutes les fois où vous proposez cette offre-là. Et moi, une fois que c'est validé, ce que je vous invite à faire, que l'offre est validée sur le marché, c'est-à-dire que vous l'avez vendue, etc., vous l'avez testé, vous avez eu des résultats, de faire un lancement plus. Donc, dans le programme d'accompagnement que j'ai, on fait des bootcamps lancement d'offres où on travaille en fait avec vous sur comment déployer votre offre, comment communiquer au maximum. Parce que ça, c'est super important une fois que vous avez quelque chose de validé, de pouvoir en parler partout. Et puis, en général, vous allez en être fiers donc, quand vous avez fait tout ce travail sur cette offre-là. Si je puis me permettre, j'ajouterais qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde. Exactement, je suis tellement d'accord avec toi. On peut pas travailler avec tout le monde, hein. Moi, c'est pour ça que je fais des appels avant de travailler avec des gens, même dans mon programme de formation, pour m'assurer que c'est bien des personnes qui correspondent aux valeurs qu'on a, etc. Mais ça, c'est important. Définir sa stratégie de vente, donc connaître les différentes stratégies possibles. Ça, il y a plein de stratégies qui sont possibles, j'en ai présenté quelques-unes, mais c'est vrai que c'est important de se renseigner sur ce qui peut être mis en place. Moi, j'accompagne aussi sur ça, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, etc., selon votre profil. Identifier celle qui vous convient. Tester la stratégie et avancer en ayant un vrai suivi de ce que vous faites, hein. On peut mettre en place un mini CRM, donc un petit fichier où on va vraiment lister tous les prospects qu'on a, où ils en sont dans votre parcours de vente, les relancer, etc. Et quand on relance des prospects, parce qu'évidemment, il y a toujours une partie où on relance d'un point de vue commercial, quand on a envoyé un devis par exemple, on va les relancer toujours avec de la valeur, c'est-à-dire qu'on va essayer de leur apporter du contenu en plus, des témoignages, des choses qui vont les rassurer, qui vont se dire « Ok, c'est vraiment la bonne personne pour m'aider et c'est important qu'on fasse ce travail-là maintenant ». Est-ce qu'une offre est forcément accompagnée d'un prix? Ça me paraît difficile de nommer une offre prix quand on doit ensuite personnaliser selon le client et le brief. Pas forcément quand c'est sur une page de vente.
Ça peut être à partir de, tu vois, ça te permet de filtrer un peu. Tu n'es pas obligé de mettre un prix. Après, tu peux mettre des fourchettes, hein, les gens sont quand même toujours plus ou moins intéressés par ça. Non, c'est pas obligatoire de mettre un prix. Après, évidemment, à la fin, quand tu présentes l'offre finale, il faut qu'il y ait un prix parce que la personne elle veut savoir combien elle doit investir à la fin, mais t'es pas obligé de communiquer dessus dès le départ. Alors, Lucie a posé sa question plusieurs fois, donc je vais y répondre. Excuse-moi, Lucie. Pour le personal branding, est-ce que c'est mieux d'utiliser son prénom-nom ou d'avoir un nom de marque? En fait, ça, c'est franchement, il n'y a pas de règle sur ça. Autant il y a des personnes qui préfèrent communiquer avec leur nom et prénom, autant il y a des gens qui adorent créer un nom de marque. Les deux fonctionnent. Après, c'est vrai qu'on travaille avant tout avec des humains quand on travaille en freelance. Il y a plusieurs choses. Quand tu crées une marque, ça te permet l'objectif, c'est de pouvoir ensuite parfois déléguer, tu vois, et de créer un concept et que ce soit pas indexé sur son temps de travail. Donc moi, c'est pour ça, tu vois, que j'ai créé un nom de marque assez dès le début qui s'appelle Social Media Lab et ensuite pour le programme Social Media Expert parce que je fais intervenir des experts dans le programme et des coachs et des mentors, etc. Et c'est pas que moi. Mais si c'est que toi, tu peux totalement rester sur ton nom et ça fonctionne très bien. C'est pas ça qui va faire que tu vas vendre ou non ton offre. Clairement. Après, vous pouvez donner un nom à votre offre aussi, hein, sans forcément avoir un nom pour votre société. Vous pouvez donner des noms à votre offre. Moi, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est sympa. Ça permet vraiment de... Par exemple, j'ai une cliente qui est spécialisée dans les vignobles et elle aide des vignobles, en fait. Et du coup, elle a des noms d'offres qui correspondent à des noms des tailles de bouteilles. Parce que vous savez, dans les vins, il y a différentes tailles de bouteilles, etc. Donc, ces offres correspondent à ça. Je trouve ça hyper sympa, hyper chouette, très créatif. Et ça leur parle, en fait. Et la dernière chose importante, c'est vraiment d'apprendre à piloter son organisation pour une vie qui soit équilibrée et à votre service avec des objectifs qui sont réalisables. Hein, parce que là, je vous donne plein de travail, mais les objectifs doivent être réalisables. Le plan d'action réaliste. Avoir de la méthode aussi, de la discipline, de la motivation. Et nous, on aide beaucoup là-dessus sur l'organisation parce que je sais que c'est un gros sujet quand on est freelance. Et tous les lundis matins dans le programme, on organise un petit, ce qu'on appelle un Power Monday. Donc tous les lundis matins, on se motive, on donne des outils d'organisation. Et moi, j'aime bien aussi faire ça. Et vous pouvez faire ça aussi avec un partenaire freelance. Vous pouvez vous motiver le lundi matin, faire une petite réunion ensemble ou un petit café ou avoir un rituel avec vous en tous les cas pour vous motiver. Ça, c'est important. Hein. C'est pas forcément le lundi à 9h, mais ça peut être à un autre moment de la semaine. Mais avoir un petit rituel avec vos objectifs, etc. Ça, c'est super important. Et ensuite, savoir aussi derrière ce que vous proposez à vos clients. Se former en continu, c'est super important selon l'expertise que vous avez. Nous, on forme surtout des professionnels de la communication, en particulier des community managers, des social media managers, des consultants. Mais si vous êtes développeur, vous formez toujours en continu sur vos sujets. Nous, on forme sur les sujets réseaux sociaux, évidemment, sur les outils, sur les campagnes marketing, sur la partie stratégie réseaux sociaux, stratégie de communication et indicateurs. Mais voilà, si vous êtes développeur, ça va être important de vous former aussi à ça et de vous former en continu. Parce que ça, c'est un gros sujet aussi. Hein. Souvent, il y a des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes. Et on n'est pas forcément toujours à jour. Et quand on est freelance, c'est super important de se former. C'est ça aussi, c'est aussi un levier pour améliorer, augmenter ses tarifs. Donc, sachez-le. Et je vais répondre à vos questions et ensuite je vais vous donner un exemple. Je suis graphiste, j'ai entendu que tarifer à l'heure est mieux que créer des forfaits. En fait, ça peut être mieux quand tu démarres, dans le sens où au début tu sais pas vraiment créer des forfaits, du coup tu t'en sors pas, t'es pas rentable sur les forfaits. Mais en revanche, quand on devient plus expérimenté, ça peut être plus intéressant de proposer des forfaits. Mais voilà, après, il n'y a pas de réponse fixe à cette question. La tarification, c'est un sujet en soi. On pourrait en parler pendant 2 heures de ce sujet-là. Je n'ai pas compris exactement ce que fait Larissa pour attirer une promesse. Pourriez-vous donner un exemple de cette technique, s'il vous plaît? En fait, Larissa, elle aide les personnes à créer des stories qui donnent envie d'acheter une offre. Donc, en fait, sa promesse, ça va être de te permettre de faire des stories Instagram un levier de vente pour toi. Tu vois, elle a vraiment toute une promesse autour de ça, d'attirer les clients et de vendre derrière grâce aux stories Instagram. Tu vois, il y a une vraie promesse autour de ça. Donc, tu vois, tu vas pas simplement apprendre à faire des belles stories, tu vas apprendre à créer des stories qui vendent. Donc, tu vois, c'est super intéressant.
Voilà. Et je voulais vous donner l'exemple de Chloé avec laquelle j'ai travaillé, qui était community manager, qui donnait des cours en com digital. Et elle se sentait vraiment débordée. Elle travaillait au tarif horaire justement, mais avec un tarif horaire qui était assez bas. Et elle n'avait pas vraiment de mécanique ou de stratégie commerciale. Et du coup, elle se retrouvait un peu débordée par les petites missions. Et elle avait un projet de livre sur le voyage solo en tant que femme, mais elle n'arrivait pas à lancer l'écriture de son livre. Et en fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a choisi une niche spécifique. Donc, elle a décidé de s'adresser au secteur du tourisme éco-responsable, de les accompagner en tant que social media manager. Elle a mis en place une méthodologie d'accompagnement pour ses clients et une stratégie d'acquisition client. Elle a repris le contrôle de son organisation, elle a augmenté ses tarifs et elle a réussi à publier son livre et elle m'a dit qu'elle avait réussi à gagner 2 ans en 4 mois grâce à nous. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez être accompagné, si vous pensez que ça peut être une bonne idée pour vous d'aller plus vite, je vous mets un petit lien. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et je vais répondre à toutes vos questions. Hop. Est-ce que les formations social media sont finançables par le CPF? Tout à fait. Si ça t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Est-ce que tu as des conseils pour des événements plutôt présentiels sur nos sujets pour échanger, se former? Tout à fait. Vous avez des événements présentiels partout en France. Malte, vous en organisez peut-être bientôt, mais en tous les cas, il y a souvent des événements qui sont organisés. Tu peux te renseigner sur un site qui s'appelle Eventbrite. Où il y a tous les événements qui sont répertoriés. Tu as aussi tous les acteurs du freelancing, du style Number, ou voilà, tous les, parfois même les banques en ligne, etc. Pour les indépendants qui organisent des événements, mais tu as toujours plein de choses. Tu as les communautés aussi. Tu as plein de communautés de freelance. Nous, on organise aussi des événements physiques. Hein, d'ailleurs, au sein du programme, on fait des petits, on se retrouve un petit peu partout en France. Et effectivement, le présentiel, c'est aussi simple. C'est aussi très sympa. Et pour répondre à la question, effectivement, Malte, on organise des after Malte. J'ai mis le lien du coup en dessous de ta question, Alice. Merci, Daniel. Voilà. La formation est importante, mais fixer un budget. Oui, ça doit être adapté. En fait, au niveau des formations, ça doit être adapté aussi à ce que vous en espérez. Par exemple, investir 2000 € pour ensuite derrière vendre des offres récurrentes à 2000 € par mois, bah, c'est rentable en fait. Hein. Voilà, donc tout dépend en fait de ce que vous faites. Alors que investir 10 000 € si vous gagnez déjà pas du tout votre vie, etc., c'est peut-être un peu beaucoup. Après, ça dépend. Si c'est une très belle formation, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est à mesure aussi des investissements. N'hésitez pas à me suivre aussi sur LinkedIn, hein, parce que je donnais aussi des conseils sur le freelancing. Est-ce que vos formations sont adaptées au profil technique? Qu'est-ce que tu entends par profil technique? Packaging versus adaptation aux besoins du client semble contradictoire. Alors, très intéressant. Comment font les cabinets de conseil selon toi? En fait, plus tu vas travailler pour des grands comptes, plus tu vas avoir une approche sur mesure, mais à l'intérieur d'un cadre que tu vas construire. Et en fait, les clients vont aussi acheter, plus tu vas avancer en tant que consultant, et en particulier en strat, etc. Je connais moins la finance, mais plus tu vas avancer en tant que consultant, plus en fait la valeur de ce que tu vas apporter, ça va être lié en fait à la méthodologie que tu vas apporter, à la structure que tu vas apporter, à l'expertise que tu vas apporter. Et en fait, ton packaging, il va servir à ça. Ce qui va pas t'empêcher de faire évidemment du sur-mesure dans le cadre de ton offre, tu vois. Surtout si ton offre, elle est chère. Si tu vends une offre qu'on appelle high ticket, donc des offres à 10 000 €, 20 000 €, etc., voilà, bah forcément, si tu vas faire du sur-mesure, tu vois. Mais ça va être packagé au sein de ta méthode, ça va être ton cadre, ça va être toi qui va, tu vois, tu vas pas te retrouver en fait dans un cabinet, dans une société à répondre aux demandes de X, Y, tu vois, tu vas vraiment faire ton truc et apporter de la valeur. Je vis bien, je suis développeur web, je n'ai pas l'impression d'évoluer financièrement, mon taux journalier n'a pas bougé depuis 1 an, il y a beaucoup de concurrence. Ouais, en fait, il y a aussi un gros levier dans les négociations. Alors, pour le développeur, je connais Lilian Alvarez qui donne des très très bons conseils. N'hésitez pas à aller le suivre et lui écrire de ma part sur LinkedIn. Mais il y a un gros levier dans la négociation et dans la manière dont on va valoriser ses services en tant que développeur. C'est comme ça que tu augmentes aussi ton TJM et parler aussi du résultat
et de tout ce que tu apportes. Voilà, je connais pas suffisamment ton activité pour te donner des conseils précis, mais les leviers sont vraiment beaucoup dans la négociation si tu as déjà de la demande entrante et dans les changements de clients aussi. J'ai changé de région de Nice pour l'Alsace et l'algorithme m'a ramené moins de missions. Alors, ce qui est important, on adore Malte. On est là, moi aussi, j'ai eu beaucoup de missions grâce à Malte, mais c'est important de ne pas dépendre des algorithmes justement et de pouvoir avoir une activité qui ne dépend d'aucun algorithme. Mais voilà, ça c'est très important. Combien de temps en moyenne je complète juste. C'est vrai que c'est bien de bien optimiser son profil Malte pour avoir un maximum de solutions. Mais effectivement, il faut aussi varier les solutions. Il y a aussi LinkedIn, votre réseau, toutes les choses qu'Emmanuel expliquait. Et voilà, pour compléter. Faire du théâtre ou apprendre le bon vocabulaire des interlocuteurs. Très important, Bernard. Ouais, la posture et le vocabulaire. La posture aussi, ça se travaille en coaching aussi potentiellement. Et le vocabulaire, ouais, utiliser le vocabulaire des clients, c'est très, très important. Dans votre offre, il faut que le client comprenne. Voilà, j'essaie de répondre à toutes les questions. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, je prendrai le temps de vous répondre. Je vous mets aussi mon Instagram si vous voulez, parce qu'on fait un peu plus de contenu sur Instagram. Voilà, je vous mets Instagram. Pitcher son offre, ouais. Voilà. Des coachs en posture. Alors, c'est pas vraiment du coaching en posture, c'est du coaching de manière générale, mais qui va t'aider à avoir la bonne posture. Travaille aussi sur ta confiance en toi, sur la manière dont tu t'affirmes, sur ce qu'on appelle l'assertivité, sur la négociation. Donc, la posture, ça englobe beaucoup de choses. Donc, nous, on coach les personnes qui sont dans mon équipe. J'ai des coachs qui accompagnent sur les consultants en communication, les social media managers. Selon ton métier, tu peux avoir d'autres personnes. Après, c'est pas forcément quelqu'un qui est spécialisé sur ton métier. Faire des arts martiaux. Ouais. Hop. Je suis vidéaste. Les concurrences est rude. Comment je peux me mettre en avant par rapport à eux sans baisser mon TGM? Les témoignages. Des exemples de réalisation, ton portfolio, ta spécialisation, super important. C'est ça aussi qui aide beaucoup, mettre en avant ta spécialisation, mettre en avant les problèmes clients et comment toi tu apportes des solutions aux problèmes clients avec tes vidéos. Les clients peuvent être découragés s'ils n'ont pas la possibilité de négocier les prix. Mais en fait, c'est pas le marché en fait. En fait, c'est important aussi ça. Donc, sauf si toi t'es pas sûr de ton prix, ça c'est autre chose. Mais après le prix, ça se teste, hein, ça s'explore. Si tu vois que vraiment ça passe pas, que t'arrives pas à vendre à ce prix-là, tu peux tester un autre prix, mais quand même, on n'est pas au marché. Ok. Comment on définit sa stratégie de vente? Commence par définir toi, qu'est-ce que tu es à l'aise de faire aujourd'hui? Déjà, on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu es à l'aise de faire aujourd'hui pour vendre? Qu'est-ce que tu aimes faire? Comment tu as trouvé tes clients jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites qui ont marché? En fait, tu commences par faire un peu une liste de stratégies possibles. C'est une première étape. Et nous, on vous aide aussi après à bien choisir, mais tu peux commencer par ça. Quelle est la différence entre offre et livrable? Et puis après, ce qui est important, en fait, quand on vend, c'est de suivre aussi tout ce qu'on fait, en fait. Hein. C'est vraiment de se dire, OK, j'ai cet objectif-là, je veux atteindre ça. Combien il me faut de calls pour vendre in fine et d'avoir de la précision petit à petit sur ce qu'on appelle ton tunnel de vente. Voilà, il y a beaucoup de questions. Effectivement, il nous reste, on a eu beaucoup de questions, on a déjà un petit peu dépassé le temps. On va peut-être trier les questions par vote dans l'onglet questions et répondre à encore une ou deux. Et puis après, si vous avez des questions, vous pouvez aussi recontacter Emmanuel. Du coup, si on les trie par vote, des exemples d'offres bien marketées, je pense que tu en as donné. Ouais. Après, il y avait la question de Garance, donc du coup sur la négociation des prix, donc ça tu viens d'y répondre. Ouais. Comment contacter les bonnes personnes pour du B2B? J'ai vu que c'est aussi passé dans le chat. Comment savoir en fait qu'on a le bon contact?
Très intéressant. Alors, il y a plusieurs choses. LinkedIn, c'est vraiment super pour tout ce qui est enquête terrain, pour savoir un petit peu qui sont les contacts. Alors, je sais pas quel est ton métier précisément, mais par exemple, moi, je travaillais beaucoup avec les agences de communication et je les aidais à générer des leads, par exemple sur LinkedIn. Et pour les trouver, en fait, tout simplement, je pouvais utiliser LinkedIn Sales Navigator, qui est un outil de LinkedIn, et je pouvais faire des recherches et après trouver des personnes qui étaient dirigeants d'agences de communication, directrices commerciales, etc. Donc, c'est avec le nom de poste sur LinkedIn, par exemple, tu peux trouver facilement. Après, tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est de trouver des viviers de prospects. Tu vois, savoir où sont tes prospects. Donc, par exemple, si tu travailles en local, bah, il y a peut-être des événements d'entrepreneurs un peu locaux où tu peux trouver un vivier de gens qui font ton métier. Où est-ce que tu as des viviers? Tu vois, si tu travailles dans l'immobilier, si tu es spécialisé là-dedans, bah, est-ce qu'il y a un séminaire immobilier bientôt? Enfin, tu vas vraiment trouver des viviers de gens et les bonnes personnes à qui contacter, bah, savoir qui est le commanditaire dans l'organisation, qui est-ce qui décide de ton budget, est-ce que c'est de ton investissement, est-ce que c'est le département des achats, est-ce que quand c'est les grosses boîtes, est-ce que tu vois. As-tu des outils à nous partager pour réaliser des études de marché dans mon secteur? Bah, les outils, tu peux utiliser un outil Google Form, Typeform, t'as pas besoin d'avoir un outil compliqué. En fait, ce qui va être important de travailler, c'est les questions et comment ensuite tu distribues derrière ton questionnaire, tu vois. Mais t'as pas besoin d'un outil compliqué. Et peut-être la dernière question qui a été pas mal votée. Comment tu identifies les canaux qui sont optimaux pour ta cible, donc Instagram, LinkedIn, mailing, autres? Ouais. Alors, la liste email, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. En fait, plus vous commencez tôt à avoir une liste de contacts email, mieux c'est parce que en fait, le problème, c'est que quand vous développez sur un réseau social, ben, les contacts vous appartiennent pas. Donc moi, je vous conseille toujours de toute façon d'avoir une liste email, même si vous leur envoyez rien au début, mais au moins vous avez vos contacts et de récupérer le plus possible les emails des gens, les numéros de téléphone si vous pouvez, etc. Donc ça, c'est super important, c'est la base et on vend beaucoup plus par email que par les réseaux sociaux. Hein. Le ROI des emails est beaucoup plus important. Hein. Moi, je suis présente sur les réseaux sociaux, par exemple, mais j'ai toujours beaucoup vendu par mail. Alors pour vendre par mail, après il faut écrire des emails hein, évidemment, mais ça commence par aussi collecter les adresses et commencer à écrire aux gens. Première chose. Les réseaux sociaux. En B2B, LinkedIn, c'est vraiment très bien. Je vois beaucoup dans le community management, je vois beaucoup de gens qui s'épuisent sur Instagram. C'est très bien Instagram, hein, mais voilà, LinkedIn en B2B, très très bien. Évidemment Malte, hein, qui est un très bon réseau pour avoir des missions. C'est pas un réseau social, mais ça marche très bien. Après, vous avez Pinterest aussi qui peut très bien marcher selon la cible que vous avez, etc. Parce que ça vous permet d'avoir un bon référencement. Vous avez aussi tout le canal du référencement. En fait, des canaux aujourd'hui, il y en a plein. En fait, je vais pas vous les lister tous, il y en a plein. En fait, ce qui va être important, c'est quoi? C'est de choisir le bon par rapport à votre cible. Et plus vous avez une cible précise, plus c'est facile. Donc moi, c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps de vous positionner, de vous nicher, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des gens avec précision. Et en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vois des freelances qui font des choses différentes et qui essayent de se dire, OK, ben, je vais tenter un truc, je vais lancer une chaîne YouTube, je vais lancer un compte Instagram d'astuces sur le développement. Enfin, voilà, je vois pas beaucoup de développeurs sur Instagram. Je suis sûre que ce serait une belle stratégie de différenciation à voir si ça fonctionne. Mais voilà, essayez aussi de faire des choses que les autres font pas forcément. Ça peut être une bonne idée. Et moi, je peux vous aider là-dessus si vous êtes dans la com ou dans le marketing, puisqu'on fait ça tous les jours.